Alors, je n'ai pas du tout besoin d'avoir des notes, puisque je vous connais tous les uns les autres, sauf Ken, où on ne se connaît pas encore très bien, mais je sais qui tu es. On va faire cette dernière conférence de la journée, et cette dernière conférence du congrès d'ailleurs, avec un sujet qui nous tient très à cœur, qui a été préparé depuis 1 an avec Frédéric, suite à une interview qu'on a faite ensemble. Donc on va juste présenter chacun des participants. On commence par Frédéric, qui est le directeur artistique de Valrhona, la maison Valrhona. Frédéric Beau. Plus exactement directeur de la création, parce qu'artistique, ça fait plus théâtre, mais plus dans la création, puisque pour de vrai, même s'il y a de l'artistique dans la création, c'est plus dans la création et plus précisément, un mot que j'aime pas trop, mais il n'y a pas d'alternative. Je m'occupe maintenant de la prospection chez Valrhona. Donc j'étais dans la création, j'ai créé 2 écoles depuis 30 ans. J'ai fêté mes 30 ans cette année de Valrhona. Et en fait, j'ai géré beaucoup de monde, jusqu'à 32 personnes, ouvert l'école à Tokyo. Et puis j'ai eu 2 restaurants pendant 8 ans. J'ai tout vendu, tout arrêté. Et maintenant, je suis dans un laboratoire avec un collaborateur. Et j'essaye d'imaginer, de travailler, à penser comment les pâtissiers seront obligés ou pas de travailler comme ça, de cette façon-là, dans 20 ans, dans 30 ans. Est-ce qu'on va continuer à cuisiner de la même manière, à pâtisser, la Johan, mais je pense qu'en cuisine, on peut se poser la même question. Il y en a déjà beaucoup qui se sont posés des questions, mais voilà. C'est in English. Main Voilà. stage. Hein. Main stage, c'est pour le ocean. C'est pour les ressources naturelles. C'est ça. Alors que nous, on va parler de la pâtisserie. Mais nous sommes dans les ressources naturelles aussi. Donc voilà. Alors, donc directeur de la création Valrhona. Voilà. Et depuis plus de 20 ans. À la création depuis 3 ans et depuis 30 ans, chef exécutif. Ok. Voilà. On va juste passer le micro juste à chacun. Clément Higgins, bricoleur de douceur à Marseille. Bonjour. Il bricole pas mal depuis 3 ans. C'est ça, depuis 3 ans avec ma compagne, oui, tout à fait. Voilà. Donc on va parler de la manière dont Clément utilise, et justement n'utilise plus, les colorants chez lui. Ken, vous êtes nouvellement arrivé de Tokyo, c'est ça ? Hong Kong. Ken Thomas, vous allez travailler à la SBM voilà, à partir de janvier. Dans l'équipe de Philippe Johannes. Voilà, donc c'est Philippe Johannes qui m'a dit il faut absolument qu'on fasse venir Ken Thomas parce qu'il a une vision aussi internationale. Il vient d'arriver de Hong Kong, il va pouvoir nous dire ça. Voilà, c'est tout à fait. Donc j'ai passé 2 ans à Hong Kong où j'ai travaillé aussi bien sur les desserts de restaurants, développement de restaurants gastronomiques et développement retail, boutique pour une marque française. Donc voilà, Dalgio et des marques qu'on a créées en interne pour la restauration et pure. Un restaurant français et Arbor français, japonais. Voilà. D'accord. Donc j'étais en charge de la création des desserts pour l'ensemble des différentes marques et points de vente. Et puis Johan Comte et son chef de cuisine Germain Bailly. Si, on peut lui passer. La maison bleue à Verrier-du-Lac, vous êtes la partie cuisine de notre intervention. C'est vous qui allez pouvoir nous dire pourquoi les cuisiniers sont bien plus en avance que les pâtissiers sur ce coup-là. Si, en gros, c'est ça. Je suis désolée, vous allez pouvoir nous le dire. Non, ils ont été précurseurs de plein de choses. Moi, je suis pâtissier de métier. Donc Alexandre devait être là parmi nous, mais il est malade, le pauvre, donc veuillez nous en excuser. Donc nous on était là, on a dit on va le remplacer. Mais non, j'adore moi la pâtisserie, c'est mon premier métier. Ils ont été précurseurs, je viens de le dire, sur plein de choses. Simplement aujourd'hui on a peut-être été un petit peu dans les excès sur certaines choses et je suis ravi de toute façon de commencer que tout le monde en a pris conscience et nous-mêmes aussi nous avons été, puisque les cuisiniers ont été à l'origine de la cuisine moléculaire et nous avons peut-être un peu tapé dans le cornet un peu trop fort à un moment donné. Voilà. Donc, pour replacer un petit peu le contexte, on va, Frédéric, repartir de la genèse de cette session qu'on a imaginée suite à une interview qu'on a faite ensemble il y a à peu près 1 an et demi. C'est le moment où vous m'avez dit, franchement, la cuisine, ils sont vachement en avance sur les pâtissiers parce qu'on est allé sur le produit, on est allé sur la nature, on est allé sur une prise de conscience. Et nous, les pâtissiers, on est sur le colorant, sur l'oxyde de titane, sur le rouge, sur le vert. Il y a un moment donné, franchement, on est en retard. Et c'est là-dessus qu'on s'est dit, il faut qu'on en parle. Alors, si je ne m'abuse, tu avais nommé l'article
dans Cœur des chefs, probablement la fin d'un cycle. C'est ça. C'est ça. La fin d'un cycle. Et c'était lors d'une... j'ai créé depuis 2 ans et demi une exposition qui parcourt le monde, que j'ai nommée Demain de maître, qui est juste une invitation aux professionnels du monde entier à travers une exposition de gâteaux inspirés d'artistes, de techniques d'artistes et non pas du style, parce qu'on ne peut pas imiter Rembrandt, Van Gogh ou Soulages. Mais en effet, à mes yeux, je pense qu'on est arrivé au summum du kitsch. Pierre Armé disait un jour, parfois quand je vois des vitrines, j'ai l'impression qu'on est prêt pour exposer au salon du kitsch et du prêt à gerber. Ça m'a toujours marqué, ça. Et c'est vrai que je crois qu'en pâtisserie, on est arrivé aujourd'hui... il y a des spécialistes du kitsch dans la mode, oui. Sauf que c'est de la mode. Et je crois qu'en effet, c'était l'objectif de notre discussion et de cette expo qui, modestement, est juste une invitation à des chefs en leur disant arrêtez d'être les sangsues d'Instagram parce que vous allez vous perdre. Oui. Et puis, plutôt que d'essayer d'imiter les inimitables et de vous perdre, essayez d'être vous-même, essayez de vous inspirer avec des pieds de chaise, des meubles, des artistes, des techniques. Il y a des sources d'inspiration partout. Parce que oui, en effet, je pense qu'en termes de... les colorants, c'est le sujet de notre discussion. Je pense qu'on est arrivé, j'espère, au bout du bout, parce qu'on est arrivé à un concentré, à mes yeux, de laideur. Je trouve ça très laid, moi. La nature, alors là, les cuisiniers, moi j'ai commencé cuisinier, c'est le contraire. Mais je trouve qu'en cuisine, on a une chance qu'on n'a pas en pâtisserie, hormis des fruits sur un gâteau ou sur un dessert. Mais en cuisine, quand on voit toutes les couleurs que la nature nous donne, les poissons, les viandes, les légumes, etc., il n'y a pas besoin de changer grand-chose. Et en pâtisserie, je trouve qu'on est... J'ose espérer qu'on a touché le bout du bout. Alors, et c'est intéressant d'en discuter tous ensemble parce que j'en discute avec des amis qui me trouvent un peu vieux et un peu has-been. Donc j'ai 53 ans, mais je ne sais pas si je suis has-been ou si je suis précurseur, ou si on est au bout du bout, mais c'est pour ça que la discussion m'intéresse quand même. Ouais. Parce que quand j'en discute avec des jeunes, j'étais au Belize pendant une semaine avec plein de jeunes chefs pâtissiers de la capitale, et en fait, on a eu des discussions un peu là-dessus, je leur parlais de ça, ouais. Et des discussions très opposées, donc notre discussion m'intéresse beaucoup. Alors, on va par exemple commencer par un exemple très concret. Bricoleur de douceur, Clément Higgins, depuis 3 ans, cette pâtisserie à Marseille. Je me souviens très bien d'une signature, une tarte signature qui s'appelle la tarte Morito, qui était d'un vert le vert pomme de Christelle Brua, un peu, la couleur. Encore plus prononcée. Qui n'était pas bien naturel. Ouais, qui n'était pas naturel du tout. Moi, je suis un repenti des colorants, parce qu'on a commencé. parce qu'on a commencé avec dans la mode, dans la tendance, ouais. Pâtisserie fine qu'on voit beaucoup aujourd'hui, donc très colorée, du rouge, du bleu, du vert, du mauve et un peu toutes ces couleurs. Et la prise de conscience est venue petit à petit. Parce qu'avec ma compagne on se nourrit comme ça, donc on a décidé de le faire pour nos clients. Et donc cette tarte Morito qui était vert flash est devenue une crème citron vert avec de la menthe mixée dedans. C'est déjà très joli, ouais. Puisque c'est tout t'as acheté, c'est moins vert, c'est élégant, donc c'est pas vert. Mais ça n'en demeure pas moins attrayant. Et en tout cas, aujourd'hui, le retour des clients, particulièrement sur ce gâteau-là, c'est qu'avant, les gens avaient tendance à nous dire c'est tellement joli qu'on n'a pas envie de le couper. Alors quand quelqu'un me dit ça, je pense que j'ai raté mon coup, parce que si on n'a pas envie de le manger, c'est qu'on on est dans un gâteau, quoi. C'est pas une œuvre d'art. Et aujourd'hui, les gens le trouvent beaucoup plus appétissant. Et on a fait ça sur finalement tous nos gâteaux. Mais est-ce que les clients qui avaient peut-être envie de couleurs, etc., est-ce qu'ils ont tout de suite adhéré? Est-ce que les couleurs leur ont semblé moins attrayantes? Les premières réflexions, c'était, je me souviens très bien, parce qu'on a modifié ça en septembre, donc oui. On a attaqué l'automne avec une banque de gâteaux couleurs automnales. Donc les gens nous disaient c'est terne, il n'y a plus de couleurs, on collait juste à la saison en fait. Donc ça a pris un petit peu de temps. Je crois qu'avant tout on l'a fait pour nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui concrètement la demande du client, il y a un paradoxe entre les gens qui veulent mieux manger, oui. Mais qui veulent des gâteaux bleus, roses, verts pour l'anniversaire des enfants, ou quand on ouvre Instagram, ce qui récolte le plus de likes aujourd'hui, c'est les gâteaux arc-en-ciel. Je schématise, mais c'est la couleur, c'est le flashy. Donc c'est une vraie éducation, je pense, à faire. Faut l'expliquer. C'est un discours, faut en parler tout le temps. Aujourd'hui, on le fait plus pour nous, je pense, que pour les clients.
Mais je pense que dans le futur, ça va vraiment devenir un débat central. Ken, est-ce qu'à Hong Kong, il y a tout à fait cette tendance de la pâtisserie, et notamment la pâtisserie française, avec énormément de couleurs? Est-ce qu'on a besoin de ça pour que les gâteaux se vendent? Alors aujourd'hui, à Hong Kong, en tout cas, on en a besoin. Oui. Déjà, on parle de personnes qui n'ont pas une culture de la pâtisserie française, déjà pour commencer. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que les standards, ils ne connaissent pas certaines couleurs aussi qu'on utilise, nous, dans des gâteaux sans colorant. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette couleur pour avoir des vitrines attractives, pour que le client soit intéressé, rentre dans la boutique et achète nos pâtisseries. C'est vrai qu'on est obligé, si on fait un gâteau à la fraise, on ne peut pas présenter quelque chose qui est rouge terne, ils ne pourraient pas comprendre, ça marcherait pas. Et on ne pourrait pas le vendre parce qu'aujourd'hui il n'y a pas l'équipe de vente qui pourrait faire passer ce message. Je parle de pâtisserie boutique. Après, en restauration à Hong Kong, comme en pâtisserie, on n'utilise pas beaucoup de colorants pour les desserts à l'assiette. Ça, on n'en utilise pratiquement plus. C'est fini, en tout cas en termes de colorants pour ce qui est de dessert de restaurant. Mais donc, pour les boutiques, on est quand même obligé de... Il y a une différence entre la pâtisserie boutique et de restaurant par rapport au colorant. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai revu totalement ma façon de faire des desserts à l'assiette avec le chef que j'avais avant, dans le sens où il voulait des choses très aériennes, très smooth, c'est-à-dire très qui se tiennent pas de gélatine, collées qu'avec du chocolat par exemple. Des glaces, il me dit si la quenelle elles font, c'est pas mon problème, c'est pas grave, ce que je veux c'est vraiment que ce soit fait naturellement. Les couleurs, pareil, on n'utilise que les couleurs des fruits. Et si le dessert il est visuellement pas très beau ou pas très appétissant, c'est pas grave parce que c'est son idée et c'est comme ça. Le restaurant s'appelait Épure, donc Épure ça porte son nom aussi, c'est-à-dire pas de color, vraiment le produit. Et donc du coup là on a cette possibilité d'expression. Je pense que vous pourrez confirmer pour ce qui est du dessert à l'assiette. Après pour ce qui est de la boutique, c'est vrai qu'on est encore, est-ce qu'aujourd'hui le client il est prêt à accepter des nouveaux standards et est-ce que les équipes de vente sont prêtes à faire passer le message aussi, parce que malheureusement les pâtissiers, nous les chefs, on sait ce qu'on fait, on sait comment on le fait, on sait ce qu'on utilise, mais aujourd'hui la plupart des pâtissiers ils ne sont pas derrière leur banque de gâteaux. Et malheureusement ils sont au labo en train de les préparer ou ils présentent ce qu'ils font dans le monde entier. Mais les vendeurs, des fois, ils ne savent même pas vraiment ce qu'il y a dans les gâteaux. Donc, si il faut commencer à faire passer des messages par rapport à des couleurs qui sont plus ternes ou des choses qui sont moins moelleuses ou des glaces qui sont plus soft, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à ça? On est prêt à ça. Je pense que nous, les chefs pâtissiers, on est prêts à évoluer dans ce sens-là. Est-ce que le consommateur est prêt à le comprendre? Et c'est autre chose. Et à la fin, il faut quand même qu'on puisse vendre nos gâteaux. Je pense que Frédéric l'a hibou parce que de ce qu'il a dit tout à l'heure. Non, mais c'est super intéressant parce que je pense qu'il faut changer peut-être la façon de concevoir, et je laisserai la parole à Germain parce qu'il a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus, parce qu'effectivement dans notre maison c'est un combat. C'est un combat. Alexandre, quand il est arrivé dans la maison, il est arrivé avec sévérité. Il est arrivé il y a 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans à peu près de travail ensemble. Il est arrivé avec ses recettes, avec son esthétisme, avec sa cuisine, ses pâtisseries instagrammables. Avec des choses. Il m'a fait sa première tarte citron qui est apparemment son best-seller. Je me rappelle quand tu nous l'as fait goûter la première fois. Bon. Elle ressemblait à quoi? Peu importe. C'était pas de ce qu'on voulait dire, mais je reviens à ce qu'il disait. Je pense que Frédéric, il va falloir changer cet état d'esprit de boutique. Yann Couvreur, qui est un confrère à vous, on en parlait. Moi, j'ai mangé un jour avec un mof et il me dit de toute façon, Johan, le millefeuille n'est pas un dessert de pâtissier. Il doit être cuisiné. Pourquoi? Le feuilletage doit être cuit, il doit rester croustillant, aérien, on doit faire cette pâtissière, ces autres mousselines, et on doit le monter à la minute, il doit rester croustillant. Donc Guérard l'a fait très bien, a eu 3 étoiles avec ça. Guérard, n'oublions pas qu'il y a quand même le meuf pâtissier, et il avait tout de suite compris. Et quand on voit cette photo-là d'un millefeuille qui paraît franchement les plus simplistes, mais quand on le mange en bouche, il y a une émotion. Et je pense que moi, comme ce que je veux faire avec Alexandre, et je pense que c'est en train de rentrer dans les mœurs, c'est on va lui acheter un endroit où il va pouvoir s'exprimer, mais faire de la pâtisserie cuisinée, c'est-à-dire de finaliser, c'est pour ça que je voudrais entendre Frédéric là-dessus, finaliser le gâteau, entre guillemets, il va peut-être falloir revoir, recodifier, c'est de refaire des choses et de le finaliser comme fait Yann Couvreur avec son millefeuille, emporter et finaliser devant le client.
Et je pense que ça apportera quelque chose de différent. Et on a un problème de transmission et d'éducation, c'est qu'on parle beaucoup de salle, je pense qu'il fallait revenir à hier, c'est de retransmettre les émotions du cuisinier par la salle. Mais la salle, on les intéresse, nous, ils mangent à table, on parle, on discute, et j'en suis content parce que notre directrice de salle a été élue Goemio directrice de l'année, c'est parce qu'on l'incorpore complètement, et je ne veux plus qu'on parle de service, ce ne sont pas des serveurs, c'est une communication, c'est une émotion différente. Nous, on est un peu des bougnafés, on est des cuisiniers. C'est des passeurs, en fait. C'est des passeurs. Et ils ont cette élégance que nous, on ne peut ne pas avoir. Moi, j'ai une certaine élocution, mais je sais qui je suis, je sais où je vais, et parfois, je suis un peu punchy. J'ai besoin de cette douceur féminine pour transmettre le message. Qu'est-ce qu'il a voulu raconter? Qu'est-ce qu'il a voulu? Et cette émotion. Et je pense qu'il a raison. Il y a à un moment donné une rupture, et elle est partout. Ce trait d'union qu'on pouvait avoir entre le côté rural et les politiques a disparu. Ce trait d'union qu'on a eu entre le produit ou le producteur, entre le cuisinier, a disparu. Pourquoi? Je ne le sais pas. Mais par contre, il faut qu'on agisse là-dessus. Et c'est vrai que quand on goûte une poire, nous on a la chance d'avoir un territoire, on est privilégié de sa par nature. On n'a pas autant de chance que certaines avec les citrons, les pommelots, les oranges. Mais néanmoins, nous avons les pommes, les poires. On a des poires IGP, on a des pommes AOP. Elles ont un vrai goût. Et il n'y a pas besoin de faire finalement grand-chose. Et c'est cette émotion du client quand tu dis « mais qu'est-ce que vous avez fait à votre poire ?» Remercier notre producteur parce qu'il a fait énormément, il nous a fait passer son propre message et on essaie de la transmettre. Et vous verriez Alexandre, et il peut en témoigner, je vais lui laisser la parole parce qu'il a beaucoup à dire sur les macarons, parce que c'est quelque chose qui l'a choqué dernièrement. Et je pense que c'est là où on a atteint le summum, c'est qu'Alexandre a beaucoup souffert de se remettre en cause, et quelle difficulté il y a d'aller dans un nouvel inconnu. Vous l'avez bousculé là, quand il est arrivé. Mais avec une certaine douceur, parce qu'aujourd'hui j'ai cette maturité, et je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et nous avons commis également des erreurs, nous les cuisiniers. Et il n'y a pas si longtemps également, il y a des choses que j'ai réussi à transmettre à Germain, à Léa, à toutes nos équipes, à Sylvestre, à Alix, parce qu'on est vraiment une grosse team. C'est de se dire aujourd'hui, non, chef, c'est pas nous. Et j'aime quand ils me disent ça, chef, c'est pas nous. Et de se dire, c'est pas nous, ils m'incluent dans leur de demain. Et on a le sens aigu de la transmission. Et je suis d'accord, aujourd'hui, quand on voit certains gâteaux, avec toute cette gélatine, ou même les bavaroises, où j'ai kiffé, moi, l'époque des bavaroises, et quand on voit ce qu'ils nous obligeaient à mettre dedans pour que ça soit, entre guillemets, vendeur. Et si vous ne dites pas à quelqu'un qui est pur, vous lui donnez quelque chose, il va se dire non. Parce qu'il vit dans la nature, il vit dans son potager, il me dit ça, je ne connais pas, je ne l'identifie pas. On a été très, très forts, ensemble, tous, à amener le consommateur à acheter un peu toutes nos merdes. Voilà. Et je pense qu'il faut arrêter. Mais on en était très convaincus. Hein. Oui. Mais le consommateur, on lui donne ça. Ouais, c'est ça. On l'a convaincu. Mon gamin aujourd'hui se moque de certains de ses petits camarades parce qu'on a des poules, on a des chiens, il sait ramasser ses pêches, ses noyer, il sait tout ce qu'il y a dans le jardin parce qu'on a un verger. Chez nous, j'ai la chance d'avoir un verger. Enfin, j'ai la chance, non, je me le suis acheté. C'était une volonté première. Et je comprends moi-même aujourd'hui à 44 ans comment pousse ceci, cela. Et c'est pas si simple, parce qu'on va aller aussi aux fondamentaux, de faire des fruits ou des légumes sans pesticides et d'avoir des jolies pêches, pas piquées par la mouche, etc. Donc c'est un apprentissage aussi à avoir et à communiquer avec eux, parce qu'aujourd'hui, les fruits beaux en étalage, cirés, etc., c'est pas demain. Là, je suis d'accord complètement. On va prendre un exemple très concret avant de repasser avec Frédéric. Vas-y, les macarons, Germain, explique-nous. Les macarons, pour moi, en fait, le jour où j'ai appris, donc je ne l'ai pas appris hier, j'étais gamin et je dis qu'est-ce que c'est que des macarons. Et un jour j'achète des macarons et je dis waouh, super, je vais enfin pouvoir découvrir ça. Oui. Et donc là je goûte, très bon, parfait et tout, et je pose la question, mais cette couleur là, alors qu'est-ce qu'on met dans la coque? Et on me dit donc voilà, ça c'est la recette, essaye. Et je dis oui, mais il y a un problème là, la fraise là je la mets quand? On me dit mais il n'y a pas de fraise dans la coque, là, mais du colorant. Ah, donc tout ça, c'est coloré. Oui. Un macaron, c'est pas coloré, à la base, c'est blanc, et blanc cassé. Parce que blanc, on peut encore mettre d'autres choses dedans. Voilà. Oui. Et donc, faut pas oublier qu'on est des dictateurs du goût, au même titre que dans la mode, tu l'as dit tout à l'heure. On l'a fait accepter au client. Le client a voulu du beau, il n'a pas voulu forcément manger du produit chimique ou des colorants ou toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, est-ce que si tous les macarons sont blanc cassé, avec uniquement la ganache qui change de couleur, est-ce que c'est vendeur?
l'objectif, c'est pas, c'est très humain toujours de parler des paradoxes. On a toujours l'impression que ça nous arrange parfois que ce soit ou tout noir ou tout blanc. Mais il y a des pâtissiers quand même en France. Moi, je voyage beaucoup et je connais des pâtissiers au Japon qui n'ont jamais fait de leur vie un macaron coloré et qui ont depuis toujours passé un trait de pinceau avec du sirop, du verre matcha pour la pistache. Au Japon, ils ont une sorte de pomme de terre vitelotte qui réduisent en poudre. Pour le violet. On a tout ça en France depuis très longtemps. Des poudres de fruits, lyophilisées. On a ça depuis 20 ans, si on veut, en France. Mais en fait, ça nous a arrangé, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, peu importe, d'arriver à ces colorants. Donc moi j'ai 53 ans, alors c'est pas vieux, mais j'ai connu les sirops Tesser avec des couleurs à chier. J'ai connu les sirops Tesser 100% transparents pendant 12 ans. Ah oui. J'ai vérifié ça a duré 12 ans. Et maintenant on reconnaît tous les sirops, tous super colorés. Ils ont même inventé des couleurs phosphorescentes pour les boîtes de nuit, fabriquées par la société David Michael. Donc en fait, on se rend compte que sur des périodes très courtes, on est capable de penser, de faire aimer, de convaincre, de désavouer, tout et son contraire. Donc alors, dans les macarons... Frédéric, je te coupe la parole parce que c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, je travaille avec un nutritionniste qui est mon associé, parce qu'on fait aussi des bars Baou pour les nutritions pour sportifs de haut niveau. Le capital santé d'un homme, 123 ans. On le sait, puisqu'il y en a qui vont à cet âge-là. Plus loin, c'est compliqué. Ce que tu viens de dire, c'est ce capital santé. Tu n'es pas vieux, tu as 53 ans. Il te reste plus que la moitié à vivre. Yeah. On va schématiser sur un portable iPhone, on a cette batterie qui est schématisée comme ça. Ouais. À chaque fois qu'on s'alimente de mauvaise façon, dans l'excès, je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 mots à écouter. C'est les excès, les fondamentaux et les équilibres. Avec ça, tu fais ta cuisine, ta pâtisserie, ta vie. Il ne faut pas trop fumer. Je suis d'accord avec toi, on cherche les paradoxes, ne pas trop d'excès. Par le saumon. Quoi. Et encore. Mais ne pas trop boire, ne pas trop fumer, toujours se respecter et respecter cet équilibre de nutrition. Et vous verrez, vous vivrez mieux. Et au bout d'un moment, on ne sera pas obligé de dire pour faire de l'argent, mais j'ai besoin, il faut que j'aille vite, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est de l'éducation, de la transmission. Et effectivement, le marché japonais et chinois, est arrivé, on ne lui a pas appris, nous, tous nos fondamentaux. Donc il va falloir rééquilibrer ça, mais très rapidement, parce que sinon on va déséquilibrer complètement notre monde. Et nous, on aura compris, mais peut-être trop tard, et il faut déjà leur transmettre. Imaginez 1,4 milliard personnes qui vont commencer à manger du chocolat. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on y vient. Et il y a une inquiétude sur la Terre qui est là-dessus. Imagine quand ça va être la gélatine qui va arriver là-haut, et nous, on aura déjà arrêté, mais on est 64 millions, allez 74, je ne sais plus, 73, il y en a qui le savent mieux que moi. Voilà, je suis d'accord avec toi, donc tu n'es pas vieux, tu as encore plein de choses à transmettre, il faut simplement garder la foi, car il y a un travail de fond à faire aujourd'hui, et on n'en est qu'à cette batterie de portable, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en est à ça, et il va falloir vraiment changer les choses. Ce que disait Ken tout à l'heure, c'était intéressant, parce que moi, ma femme est japonaise, je vais au Japon depuis 30 ans, et en fait, les Chinois et les Japonais, ils sont certes asiatiques, mais c'est 2 peuples qui ne se ressemblent pas, qui ne s'aiment pas trop d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant dans ce que disait Ken, c'est que les Chinois, c'est un peuple de couleurs. C'est un peuple où tout est argenté, tout est doré, il y a de la feuille d'or partout, il y a du rouge pétant. C'est d'ailleurs souvent assez kitsch, d'ailleurs. Alors que le Japon, c'est la zénitude, c'est plutôt le mieux est l'ennemi du bien, etc. Et en pâtisserie traditionnelle japonaise, les colorants artificiels, depuis 1000 ans qui font des gâteaux, eux, les colorants sont 100% naturels, globalement issus des pistils de fleurs. Mais c'est intéressant parce qu'en Asie, je vais régulièrement à Hong Kong, en effet, c'est un peuple de couleurs. Ils aiment ce qui flash, qui pète. Mais alors c'est un paradoxe parce que ça veut dire que quand les Japonais qui adorent la pâtisserie française achètent des gâteaux extrêmement colorés au Japon, c'est un paradoxe alors que dans leur cuisine japonaise traditionnelle, eux, ils n'en ont pas. Quand on discute avec des pâtissiers français au Japon, eh bien souvent, je discutais avec des équipes de Pierre Hermé, Michael Marsoyer, son directeur de la création, et pourtant Dieu sait que chez Hermé, il n'y a pas trop beaucoup de couleurs, ils sont souvent obligés de baisser le ton. C'est le cas de le dire. Parce que le japonais n'aime pas en soi les couleurs flashy. D'accord.
Et pourtant, c'est à 3 heures de Hong Kong. Hein. Donc, on est en effet, il y a la notion aussi d'expliquer. C'était très intéressant de se dire que dans un restaurant, on peut passer tous les messages. Derrière un comptoir, on n'a pas des maîtres d'hôtel qui sont payés comme des maîtres d'hôtel. On n'a que des vendeurs de gâteaux qui vendaient des poêles à frire 2 semaines avant. On a des vrais... un des premiers pionniers là-dedans à dépenser beaucoup d'argent et d'énergie, à faire de la vidéoconférence, vidéoformation depuis 25 ans, c'est Pierre Armet, qui faisait et qui continue toujours à manger ses gâteaux en regardant la caméra et en parlant à ses vendeurs et en disant « Voilà ce que je voudrais que vous ressentiez ». Pas mes mots, mais vos mots, nanana. Et en fait, son staff, c'est presque que des maîtres d'hôtel. Ils sont stupéfiants de professionnalisme quand ils vendent des gâteaux. Et ils arrivent à expliquer pourquoi ils ont retiré l'argent là-dedans. Les gâteaux satinés, ça ressemblait plus à des capots de R5 et Renault 5 Alpine qu'à des macarons. Des voitures volées, quoi. Et là, ouais, des voitures volées, ma première bagnole. Mais non, en tout cas, oui, on est dans des mondes très différents et c'est là où c'est intéressant de mener cette discussion ensemble. Johan et Germain, comment ça se fait que vous êtes allés, les cuisiniers par rapport aux pâtissiers, vous êtes allés plus vite dans le retour à la nature, le retour au côté épuré? Germain. Laure Germain. Non, pas Germain. Non, pas Germain, Johan. Moi, je suis arrivé sur le marché du travail avec une époque Guérard, bref, on ne va pas tous les citer. Mon chef avait beaucoup travaillé chez Guérard, donc une cuisine de goût, d'une parfaite simplicité. Il n'avait pas été abîmé par le monde moderne. Et mon idole à moi, c'était les Paul Bocuse, les Jacques Maximin, les Chapelle, etc. Et ensuite est arrivé sur le marché un extraterrestre, Ferran Adria, qui est arrivé, et je peux vous dire qu'un jour, j'étais chez Laurent Petit, on regardait Envoyé spécial, non, c'était sur la 2, c'était enquête, non, enfin bref, hein, Envoyé spécial, oui. Et le bouli nous fait la bibi qui éclate et qu'on coupe, et là mon chef me regarde, il me dit, je le veux. Et là j'ai dit, waouh, ok, j'appelle mon copain qui travaillait là-bas, il me dit, on met du chlorure de calcium et de l'alginate. Chlorure de calcium, putain, où je vais trouver ça? Alginate, j'en avais déjà vu dans une boutique végétalienne. C'était quelle année ça? Nous étions tout début, c'était avant 2006, donc on devait être en 2002, 2001. Il y avait des siphons dans les placards, mais c'était à l'époque parce qu'on faisait de la crème chantilly avec. Et là, ils nous avaient sorti toute la gamme de ça. Plus après, je passe, il neigeait dehors, je mets du sel et je vois sur mon sac chlorure de calcium. Et je dis putain, mais attends, il y a un problème là. L'autre il dit qu'il met du chlorure de calcium et moi je mets ça sur mon trottoir pour faire fondre la neige. Et non, c'était bien du chlorure de calcium. Et on a voulu comprendre et savoir. C'était très bien. J'ai fait ça. J'ai été chez Thierry Marx. J'ai voulu comprendre tout ça. On est allé au bout. Mais moi, je retrouvais plus que ce qui me plaisait dans la matière, dans le goût. J'ai travaillé aux États-Unis. Je suis revenu des États-Unis parce que je devenais orphelin du goût. On travaillait des blueberries du Chili, des framboises de là, d'ici. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est très vaste. Donc en plus, ils ont plusieurs saisons dans leur propre pays. Et je suis revenu dans mon pays à moi parce que j'avais perdu les odeurs. J'avais perdu marcher sur de la neige, sur un terreau, sur des odeurs, sur du goût. Donc ça a été pour moi une volonté personnelle. Et quand j'ai vu toute cette cuisine, et je peux vous redire un autre exemple, il y avait à l'époque le meilleur de la gastronomie, je vais le dire en français. Voilà, à Saint-Sébastien. Et on voyait notre pauvre Westerman avec sa cocotte qui nous avait fait un poulet de son gars qui était juste à côté et qui soulevait la cocotte avec des vapeurs. Et tout le monde regardait comme ça en disant putain, mais il est has-been ce mec. Et pourtant, les légumes avaient l'air super bons et le poulet avait l'air super bon. Et que là, on avait Juan Roca qui faisait une coque en sucre avec tout ce que vous savez qu'il y avait dedans, plus un tabac de je sais pas quoi. Il casse la coque, ça fait un nuage. Tout le monde se lève et crie waouh. Et là, je dis putain, on est niqué. Et Laurent Petit qui me dit en cuisine, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et j'ai dit, putain, si vous voulez ça, je me barre. Oui. Donc ça suffit, il faut revenir. Et c'est là que j'ai compris qu'on avait tapé le fond. Et après, il y a eu tous ces jeunes qui sont arrivés sur le marché, qui voulaient avoir les étoiles Michelin et qui ont fait tous et toutes des bibis et de la moumousse pour avoir une étoile. Et ils ont tous eu leur étoile. Et à partir de là, le Michelin a dit, putain, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont enlevé toutes ces étoiles à ces pauvres gens et il n'y avait plus de transmission et de tradition. Et on est revenu, et aujourd'hui vous le voyez partout, lièvre à la royale, la tourte, la belle aurore, le lièvre à la royale, au MOF, il y avait ça, il y avait ci. On est revenu sur nos fondamentaux. C'est ça. Fin de cycle. Donc ça, c'est beaucoup ce qui m'a plu. Ça. Et voilà, et nous, on l'a compris dans notre cuisine. Et on a été même beaucoup plus loin. C'est qu'à un moment donné, on met du caviar, une Saint-Jacques, et pourquoi pas aussi un peu de pigeon, c'est bon, et puis du foie gras, et puis de la langouste, et puis... Il y a un moment donné, on achète du tourteau, de l'araignée, on veut retrouver ce goût-là.
Et on est revenu finalement à la quintessence du goût. Germain, comment est-ce que vous l'avez vécu ça, ce moment-là, ce moment-là justement, entre on est allé au bout du bout et puis là maintenant on revient aux fondamentaux. Ça c'est en cuisine, on n'y est pas encore sur la pâtisserie. On est allé au bout du bout. Moi j'étais encore plus jeune. Quand tout ça a commencé. Ouais, exactement. Moi je commençais tout juste la cuisine et j'ai eu la chance de travailler avec des chefs qui ont eu un vécu et qui étaient assez âgés. Oui. Et on leur a encore transmis à eux les vraies valeurs en fait, de notre métier, quoi. Oui. Je veux dire, il y a des bases. On peut pas, à un moment donné, si on connaît pas les bases, on peut pas commencer. Alexandre Oliver, aujourd'hui, il a aucun colorant dans sa pâtisserie. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous lui dites, voilà, vous lui on n'a pas besoin de lui dire, en fait. C'était évident pour lui? C'est une évidence. C'est une évidence. Et puis, ce sont des desserts qui sont très on va dire, cuisinés. Donc, tout est fait à la minute. On va donner un truc très simple. Notion de travail. Notion de travail. À 8h du matin, on va tailler des pommes. D'accord ? Okay. On va tailler des pommes en brunoise. Pour les servir le midi, on est d'accord ? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire à 8h du matin pour les servir le midi si on les taille en brunoise, ces pommes ? Tu les mets dans de l'eau citronnée. On va mettre de l'eau citronnée ou alors on va mettre diverses choses dedans. D'acide ascorbique, divers poudres. Et c'est qu'un exemple de pommes. D'accord ? Oui. Qu'est-ce qui empêche de le faire au moment ? Le temps, la mise en place. On n'a rien besoin de mettre dedans et on a juste le goût de la pomme. Okay. On peut le faire avec tout ça. C'est de l'organisation, quoi. C'est de l'organisation. Là, on va encore plus loin. Voilà. On est carrément parti chercher chez Maxime, mon voisin, du lait. Il y a un autre sujet là-dessus, puisqu'on achète quand même 1 litre de lait 47 centimes. Il y a quand même quelque chose de grave aussi là-dessus. On ne va pas en parler maintenant. Ça y est, on a acheté nos bidons en inox, on a acheté notre écrémeuse. Oui. On va partir à faire notre beurre et notre crème, tout simplement pour avoir aussi le respect de ça et de retrouver le goût des choses. Et il y a un moment donné, Alexandre, c'est un projet qui me tient à cœur depuis plus d'1 an. Et là, il m'a dit, je dis pourquoi on avait trouvé un mec qui nous faisait du beurre de façon, on en consomme quand même énormément, tous. On est quand même français, donc allons à l'essentiel. Et je lui dis pourquoi tu ne prends pas notre beurre? Il me dit il n'est pas stabilisé. Et je dis Alex, et on s'en bat on s'en moque. Donc on était resté sur notre beurre d'une certaine marque pour faire les croissants, pour faire notre pâtisserie. Et là, à un moment donné, il me dit vous avez raison. Et là, le seul problème, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut revoir tous ses fondamentaux. Toutes les recettes. Parce qu'un beurre fait fermier maison, il n'a pas un additif dedans et il bouge. Et il faut savoir juste l'adapter. Mais maintenant, on a rendu des desserts qui sont peut-être... Et encore, il a un certain talent pour les rendre esthétiques, mais il souffre énormément, il travaille énormément. Souvent, il est bon, mais pas forcément beau, et il veut le rendre beau. Eh bien, c'est un travail de fond. Et aujourd'hui, on a des desserts, une collection, on met plus de 6 mois à les faire, et des fois, on passe 1 année, et c'est simplement aujourd'hui des catalogues. On n'est pas prêt, on le visionne, on le goûte, le fruit se termine. Aujourd'hui, il a fait un travail sur la Mirabelle, il a trouvé à la fin de la Mirabelle. Ouais. On a tout fait filmer vidéo pour l'année prochaine, et on sera content de retrouver le produit l'année prochaine. Oui, on en avance, mais on a fait sur plein. La mûre, il a trouvé un truc sur la mûre, mais tout à la fin, c'était trop tard. Aujourd'hui, il me saoule avec ma carte bleue parce qu'il va chercher. Il me dit, j'ai trouvé un mec qui fait des mûres dans la région. Je dis, putain, on est mal. Et c'est ça surtout maintenant. Ils se sont déplacés pour aller chercher les figues. On va faire aujourd'hui, et je suis content que Germain soit là par un accident parce que monsieur fait cacamou. Il a échappé la gastro, le pauvre. Donc il nous fait des chocolats, bref. C'est bien, c'est filmé. Oui, en même temps, il faut rigoler. Alexandre, si tu nous vois, il nous voit, on pense à toi. Donc, on fait du sourcing produit et on rencontre des gens qui nous expliquent les choses et on les comprend mieux. Moi, je suis ravi d'avoir cette conversation avec vous. Je ne pensais pas que Frédéric faisait tout ça. Et c'est important parce que c'est notre petit Facebook à nous. On va pouvoir transmettre ce qui s'est dit et aller de l'avant. Et si c'est écouté et démultiplié, ça fait avancer les choses. Alors, Clément, avec Bricoleur de douceur, il y a quand même quelque chose qui est important pour vous parce que vous êtes la génération de la jeunesse Instagram, Facebook, réseaux sociaux, c'est qu'il faut que les gâteaux soient beaux. Et justement, c'est ce que disait Johan. Est-ce que vous avez commencé par partir d'un gâteau beau et il faut le rendre bon, ou est-ce que inversement, comme fait Johan en ce moment, il travaille sur OK, il faut qu'il soit super bon cuisiné et après je le rends beau. Vous partez de quoi? Du beau ou du bon? Alors, non, je vais me permettre de te reprendre. Je suis
je suis pas spécialement d'accord avec le fait que maintenant les gâteaux doivent être beaux. C'est un vrai débat. Et je pense qu'on a un peu le syndrome du gâteau spectacle qu'il faut absolument abandonner. C'est-à-dire qu'un gâteau, l'esthétique et le beau, c'est quelque chose de très subjectif. Donc on en a tous une image. Avant tout, aujourd'hui, oui, il doit être bon, mais si on veut l'acheter, aujourd'hui, on dit qu'il doit être beau. Je suis pas d'accord. Il doit donner envie d'être mangé. Donc il doit être appétissant. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et pour ça, je suis pas certain. Il faut surtout pas partir d'une idée esthétique pour après en arriver à un gâteau. C'est-à-dire qu'on part d'un produit, on part d'une idée d'association de goût, on part d'une envie. Moi, je pars souvent d'une envie. Mon gâteau préféré, c'est le baba au rhum. Bon, il faut que ce soit... voilà, j'ai envie d'un baba, j'ai envie de rhum, j'ai envie du goût des raisins macérés. Puis après, on crée notre gâteau. Mais encore une fois, et là encore, tu vois, je viens de dire quelque chose qui n'est pas totalement vrai. Je ne crois pas qu'on crée grand-chose. On a trop voulu créer dans des formes, dans des choses, des gâteaux qu'on contemple, mais qu'on n'a plus très envie de manger. Donc je pense qu'aujourd'hui, avant tout, il faut que ce gâteau il soit appétissant. On ait envie de le manger. Ouais, et c'est pas forcément la couleur qui va donner envie de manger. Mais alors, c'est surtout pas la couleur, parce que... C'est pas la couleur d'une tarte tatin qui donne envie de la manger. Micro. Hop. Ce n'est pas la couleur de la tarte tatin 100% naturelle qui fait qu'on a envie de la manger. Elle ressemble à une tarte tatin et on a naturellement envie de la manger. Et ça suffit. Une quenelle de crème fleurette, elle n'est pas colorée, elle est immaculée, blanche, naturelle. Merci la vache. Et la nature nous fait des cadeaux qu'on a beaucoup négligés, je trouve. Micro. Ouais, ça fait partie des fondamentaux, encore une fois, de cette fameuse tarte tatin, où justement, on s'est posé la question, nous, on a transformé ça avec une glace vanille, mais cette glace vanille apporte encore du sucre. Non, c'était cette crème acide qui fait l'équilibre de la tarte tatin, ce chaud, froid et cette crème acide qui casse les sucres. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, dans la cuisine, on apprend aussi, et je leur apprends, qu'il y a plusieurs acides. Il y a les végétaux, les vinaigres, on ne va pas tout citer, c'est pas mais on peut créer justement cette émotion, c'est en bouche. Rappelez-vous Ratatouille, c'est quand même des Américains, c'est un film qui m'a fait pleurer, j'ai peut-être plus pleuré devant Ratatouille que devant la naissance de ma première fille, mais il y a un moment donné, ma femme me l'a foutu dans la gueule, c'est pour ça que j'en parle, mais c'est qu'à un moment donné, les Américains ont réussi à retransmettre une émotion, vous savez, quand le guide mange la ratatouille et qui... C'est ça. Moi, j'ai mangé chez Pascal Barbeau, j'ai eu une larme en mangeant une Saint-Jacques moelle chou romanesco. Il a été à la quintessence du coup en food pairing pour comprendre le chose. Et c'est vrai qu'en pâtisserie, dans une vitrine, qu'est-ce qu'on passe ? C'est pas la même démarche. On rentre à un restaurant, on s'assoit, on contemple, on nous sert. Eux, on passe et il faut que ça accroche l'œil. Je pense que de là est venu le malheur, parce que le pâtissier, il y a eu un problème aussi, nous quand on a commencé le métier, moi il y avait le saucier, le rôtisseur, on écumait les sauces, etc. Et puis au bout d'un moment, on a commencé à nous parler de charges, on a commencé à parler de rendement, on a commencé à parler d'économie. Les maisons coûtaient de plus en plus cher, il n'y avait plus cette transmission, on ne transmettait plus un restaurant, il fallait l'acheter, donc il fallait le rembourser. Vous vous rendez compte la démarche, comment elle est différente ? Donc on a commencé à regarder où étaient les coûts. Et les malins là en face, qui sont là aussi sur leur stand, qui ont commencé à faire de l'agro, là oui, on s'est scié. Il y a même eu des meufs qui sont partis dans l'agro, ils ont dit regardez ce qu'on peut faire, ils ont pris l'argent. Il y a eu des excès, je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, quand en boutique, je pense que si on voyait, moi Frédéric Beau, je serais rentré dans la boutique si je le voyais, parce qu'on est tous des idoles pour quelqu'un. Si on voit la personne, c'est pour ça que nous, on a des cuisines vitrées, c'est la marque Vera qui l'a fait, mais on a envie de voir. Le travail, aujourd'hui, rendez-vous compte, devient un spectacle. On a perdu les valeurs du travail. Donc si on vous voit travailler et amener une certaine transparence, on aura envie de rentrer et de vous voir. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire chez vous pour donner envie de redécouvrir votre travail, qui est génial, puisque de toute façon, je l'ai dit, je suis pâtissier, et c'est la pâtisserie qui m'a donné envie de cuisiner. Et aujourd'hui, on pèse tout, et on a fait un plat sur la carotte, et le plat de la carotte a été pâtissé. Voilà. Ken, je voudrais que vous nous disiez, vous aussi, si vous partiez à Hong Kong du visuel, ou si vous partiez du bon. De toute façon, la pâtisserie, ça se mange, avant tout. Donc, on part du goût. Oui. Ça, c'est clair. Et après, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup en collaboration avec mes anciens propriétaires qui sont des locaux. Donc, j'avais besoin de travailler avec eux pour comprendre le marché. Et puis, au final, ils m'ont embauché pour faire une création et pour leur boutique. Concrètement, vous dessinez, vous imaginez l'association de goût ? Alors, non, moi, déjà, je travaille avec les saisons.
Donc déjà, voilà, c'est simple. Je veux dire, c'est simple. Même en novembre, je peux pas comprendre qu'on puisse encore utiliser des framboises, même s'il en reste encore quelques-unes. Mais bon, voilà. On va parler de ça, des fruits rouges dans la bûche de Noël. Hein, ça nous plaît, ça. Donc comment je crée? Donc je pars d'abord d'un goût. Ensuite, je pense un petit peu à la forme du gâteau pour pouvoir mettre les goûts, les proportions. Parce que on a les goûts, on a les textures, mais après, il faut mettre les bonnes proportions. Donc là, on travaille sur la forme du gâteau. Et après, la couleur, on la travaille en fonction de ce qu'il y a dans le gâteau. C'est vrai que si je travaille un gâteau à la fraise, je vais mettre du rouge, c'est sûr. Donc, mais du rouge comment? Naturel ou du pas? Du rouge, non. Actuellement, non, malheureusement, je le fais pas. J'utilise pas de rouge naturel. Et là, maintenant, à la SBM, mais on pourrait le faire. Commencer. Est-ce que vous allez dire là, je suis de retour ici, donc dans un pays, on va dire, où on est vraiment dans l'idée d'avancer sur ça. Donc oui, j'ai envie. Enfin, je suis aussi revenu, comme je reprends ce que vous disiez quand vous étiez aux États-Unis, où il y avait plus de terroir, plus de goût, plus d'odeur. J'en avais marre aussi d'arriver dans Hong Kong. C'est un pays où on cultive rien, donc je veux dire, on n'a plus le choix des fruits, on n'a plus le choix de rien, et on a. Néanmoins, tu es parti, on a voulu ton savoir-faire en Chine, donc tu as amené quelque chose d'ici là-bas. Oui. On sera de nouveaux précurseurs sur demain. N'oublions pas que ce qu'on fait aujourd'hui va être copié les autres. Donc n'oubliez pas que ce que vous êtes regardé. Bien sûr. Et la pâtisserie est née dans ce pays. Donc de ce que vous faites aujourd'hui sera forcément vendeur pour demain. Il y aura un décalage, c'est certain, c'est forcé. Donc c'est pour ça qu'il faut changer. Je voudrais, Clément, qu'on parle du côté fruits rouges dans la bûche de Noël. C'est quelque chose qu'on aime bien discuter à ce moment-là par rapport à la saison. Est-ce qu'il y a... En effet, j'entends beaucoup de pâtissiers boutiques qui me disent « Mais moi, j'ai pas le choix parce que les clients, ils arrivent et ils me disent « Je veux chocolat fruits rouges à Noël ». C'est le cas ? Alors on a tous le choix déjà, donc oui, les clients veulent chocolat fruits rouges à Noël, mais les clients veulent beaucoup de choses, et après le chef d'entreprise, il incarne et son entreprise et son idée du métier jusqu'au bout, donc rien n'empêche aujourd'hui de faire passer le message. La saisonnalité, c'est quand même quelque chose qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Les gens en ont énormément pris conscience. Et effectivement, on entend encore un grand nombre de pâtissiers dire « Ouais, mais la bûche à la fraise ou à la framboise à Noël, je n'ai pas le choix. » Non, je suis désolé. Mais alors, Clément, il y a quelque chose qui est intéressant. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui sont autour du monde. Et il y a un autre fléau, c'est aussi les gens qui peuvent aller dans nos restaurants ou dans les boutiques de haut standing. Les desserts ont un coût. C'est une clientèle qui est en avion aux Seychelles, aux Maldives. Oui. La dernière fois, il y a un copain qui m'appelle aux Maldives. Il me dit c'est quoi la saison en ce moment en France? Mais la saison en France du topinambour, c'est la saison de la cerise au Japon, et il est aux Maldives. N'oublions pas qu'ils sont acheminés par bateau, où c'était des îles où il n'y avait rien, et il y a une clientèle aujourd'hui qui veut manger. On a parlé de Noël. Oui. La framboise, elle viendra où? Des Maldives? Là où il y en a autour du monde. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. À Courchevel, on y est à côté, nous sommes à 20 minutes. Alors en bas au bord du lac, on va faire de la saisonnalité. Il n'y aura pas de ferra ou de perche parce que les pêches sont fermées. Mais ils vont acheminer des framboises, des passions. La plateforme est incroyable. Ils vont faire venir des ananas, des cerises. Et à un moment donné, j'ai même un client qui l'a dit à mon confrère qui est dans un très très grand restaurant. Il a dit monsieur, pour demain, je voudrais des framboises ou des fraises. Il me dit je n'en ai pas. Il a envoyé son jet à lui, personnel, aller chercher les fraises. Non. Vous voyez, parce que le propriétaire incarnait les valeurs que tu signales. Le client a dit, si vous ne voulez pas m'en apporter, j'envoie mon jet, aller en chercher. Je m'en occupe, quoi. Donc, il y a vraiment un message. Il y a encore du boulot. Énormément, je l'ai dit tout à l'heure le mot, il y a un chantier. Frédéric, par rapport à ça, le côté, le client exerce presque une pression qui est un peu costaud sur les boutiques, en disant vraiment aux pâtissiers, mais moi si j'ai envie de chocolat fruits rouges, vous me la faites la bûche? Comment on fait? Alors j'ai pas eu de pâtisserie, mais j'ai eu 2 restaurants, dont un gastro. Là comme ça, je réponds tel que ça me sort. Quand je réfléchis et je repense à mes chèques de 37 000 € d'URSSAF, le RSI, tout ça. Je me dis que s'il y a un trou du cul qui veut me commander une bûche qui va probablement, ou des desserts qui va probablement payer très cher, j'irai peut-être acheter des framboises au Maroc, parce que j'ai visité des cultures framboises au Maroc. Bilan carbone, c'est moins pire que les fraises de Californie ou les framboises. C'est clairement contre mon éducation. Moi, je suis lorrain, grande famille, pas beaucoup d'argent, donc
Nous, les framboises, les cerises du Chili et les framboises de l'hiver, on n'a jamais mangé. Mais je pense que ça doit être dans la tête de nombreux chefs. Johan en parle. Ça doit être un vrai dilemme, un vrai casse-tête entre l'échec de l'URSSAF et mes valeurs. Où est-ce que je coupe? Où est-ce que je ne déroge pas? Moi, j'oserais dire, je suis en train de repenser tout haut comme ça, quand j'étais chez Fauchon avec Pierre. Pierre Armé était quelqu'un aussi très orienté saison. Mais chez Fauchon, on était chez Fauchon. Il y avait des cerises, des fraises, des framboises, des pommes, tous les meilleurs fruits de la planète, toute l'année chez Fauchon. Toujours aujourd'hui. C'est le propre d'un épicier, c'est qu'il a cherché à travers le monde les meilleurs produits du moment. Les fruits de la passion, les Français, ils ne savent pas quand est-ce que c'est la saison, en fait. Hein. C'est vrai. Hein, pour les Français, ils pensent que les mangues, c'est tout le temps. Ben, les mangues, je viens de Belize, là, j'ai pas vu une mangue, parce qu'il n'y a pas d'arbre où il y a une mangue. Et pourtant, on mange des mangues, mais elles font du Brésil en ce moment. Donc, moi, je répondrais, ne le faisons pas par principe. Par contre, s'il y a un client qui veut un gâteau avec des framboises Driscoll du Maroc, hein, et qui va payer le petit gâteau 35 balles et qui sera super content. Chef d'entreprise, quoi. Et voilà, j'oserais dire que je suis en face d'un dilemme, mais quelque part, je pense que quand on est chef d'entreprise, moi j'avais 22 salariés, je peux vous dire que quand je payais les chèques, ça me faisait parfois des grands froids dans le dos. Et il m'est arrivé de faire des trucs que j'aimais pas faire. C'était jamais à la carte. Ma femme est japonaise et au Japon, les saisons, c'est 100% la cuisine. Il n'y a pas de hors-saison, ils ne savent pas faire. Mais je disais à Rika, je dis ma chérie, le mois prochain, il y a un chèque qui arrive et un buffet à 90 € par personne, un repas à 90 € par personne sans les vins, où il nous demande de faire un truc qui nous fait chier, eh ben on va le faire. C'est pas dans nos valeurs, mais on peut pas perdre. Voilà. Donc là, je réagirais, Frédéric. Aujourd'hui, on a un problème avec les fraises et les framboises. Content de l'entendre. Oui. Mais nous-mêmes, l'année dernière, Alexandre me faisait suer avec son ananas. L'ananas, il vient pas de France non plus. Il venait de la Réunion. Très bien, ça reste français. C'est la France. Double dilemme. Il a compris, cette année, on fait de la pomme. La pomme de notre voisin, il est entré dans le truc. Il veut ne faire plus que du locavore. Bon, on a la chance d'avoir Laurent Petit pas loin, qui prône aussi cette discussion-là, et on est assez sensible dans notre région. Néanmoins, vous imaginez les bananes qu'on a tous au petit déjeuner le matin, elles viennent de chez nous, de la Martinique et de la Guadeloupe. Ils souffrent déjà le martyre là-bas. On stoppe la banane. On a peut-être réglé un problème moral, mais on n'a pas réglé un problème économique. Absolument. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on en prenne conscience, que ce soit les épices. On n'a pas d'épices chez nous, ça a toujours venu de l'Inde, on a toujours voyagé. Le problème, c'est qu'avant, ils venaient par voilier. Le café, etc. C'est la demande universelle qui a codifié, qui a tout changé, qui a bouleversé. On a été trop vite. On n'a pas vu le fléau qui nous guettait. Donc c'est un vaste chantier. Oui, la framboise, le 14 février, dans le Champagne, c'est une hérésie. Mais n'oublions pas qu'elle est à quelques kilomètres. Le mec qui vit à Perpignan, qui est dans les serres au sud de Barcelone, le bilan carbone, il est moindre que les pommes de Savoie qui vont à Lille. Oui. Vous voyez ? Oui. Donc le locavore, oui. Il ne faut pas non plus ni créer de paradoxe, ni encore aller dans l'excès de se dire ça. Il faut simplement peut-être changer. On n'aura peut-être plus les mêmes problèmes quand il y aura les avions ioniques qui vont transporter, qu'il n'y aura plus de bilan carbone. N'oubliez pas que moi, n'oubliez pas, non, vous ne le savez pas, j'ai un copain qui est pilote d'avion. On me dit, Johan, quand je repars du Japon, les soutes, elles sont pleines de fruits, de cerises, et au-dessus, j'ai mes clients. Si tu veux plus que je transporte les cerises, on partira à perte, parce que j'ai besoin pour l'équilibre de l'avion d'avoir des passagers, et les passagers, pour l'instant, on freine pas le système. Et en bas, il y a des médicaments, des animaux, il y a plein de choses. Donc vous voyez, c'est facile d'appuyer là où ça fait mal, mais ne soyons pas trop procéduriers et excessifs. J'aime bien ce mot excessif, parce que c'est mes 3 mots. Mais attention, il y a des paramètres à ne pas oublier. Clément parlait tout à l'heure du fait et on parle d'agriculture, d'hommes en face qui ont besoin de se nourrir aussi. On fait du business, peut-être qu'il faut remettre la noblesse du business dans nos échanges, ça simplement. Mais attention, c'est un point à ne pas... les passions de la Réunion, et déjà qu'ils souffrent la martyre en bas, si vous leur prenez plus d'ananas les passions, ils iront le vendre ailleurs, ça ne réglera pas le problème.
En Martinique ou en Guadeloupe, il y a des problèmes de batterie, de pneus. Ils jettent les pneus, il y a des hérésies. Moi, j'ai beaucoup voyagé étant plus jeune, donc vous voyez, mon bilan carbone, il est mort. J'essaye de calmer le jeu, mais je suis venu en avion aussi pour venir à La Réunion. Ils balancent ça dans la mangrove. Je dis, mais putain, mais balance pas ça. Non, la nature va reprendre ses droits. Effectivement, ils m'ont montré un bus qui était caché là-bas derrière. On ne le voyait pas. Hein. On fait payer 300 des fortunes pour amener le pneu sur notre continent pour le traiter. Pourquoi n'allons pas le traiter au Brésil, au Nicaragua, etc. Ils achètent des yaourts. C'est quoi un yaourt? C'est du lait entier, de la présure. Ma sœur me dit, je n'achète pas de yaourt, c'est trop cher. Je dis, pourquoi? Parce qu'ils viennent de France. Il y a Miami juste au-dessus. Vous voyez, pour faire marcher des business franco-français, des problèmes douaniers, voilà. Donc il y a des réels problèmes. Il faut revoir tout dans son intégralité. Clément, on parlait tout à l'heure justement du côté saison, de la bûche de Noël et avec les fruits rouges. Vous aviez quelque chose à dire là-dessus? Le fait que les clients demandaient des choses en particulier ou si vous teniez bon. Oui, non, mais je disais que j'allais dire que je comprends tout à fait Frédéric, parce que moi je suis jeune entrepreneur, ça fait que 3 ans, donc effectivement parfois on s'est retrouvé face à ce dilemme en se disant mais là aujourd'hui on nous demande un wedding cake à la fraise, on est en novembre, on va le faire, on va pas le faire, ouais mais à tant d'euros la part et pour 80 personnes qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Alors après c'est là où je rejoins à 100% Frédéric, parce que à la fin il faut payer les salaires et les charges. Bon, c'est là où je pense aussi que par contre il faut faire des choix forts. Et à la fin c'est ce qui malheureusement, et c'est des conditions économiques aussi, mais nous conduira à faire un tri entre les artisans qui ont décidé de faire des choix et de s'y tenir jusqu'au bout, et ceux qui transigent. Alors même si parfois c'est pour la bonne cause et c'est pour payer la traite à la fin du mois, mais si on laisse penser au client que parce que en payant il peut tout avoir, enfin à n'importe quel prix, alors on est mort, quoi, parce que dans ces cas-là, pourquoi est-ce que je fais mon wedding cake à la framboise en novembre à tel prix et puis je vais refuser la bûche quelques mois après à d'autres clients? Donc c'est compliqué. Ken, vous allez arriver là dans une équipe énorme, celle de la SBM. Est-ce que vous allez essayer de dire on va tenir bon, chef Philippe Johannes, et on va essayer de ne pas mettre de colorant dans notre pâtisserie? Comment vous allez vous y prendre? Comment on va déjà étudier le marché pour commencer, voir ce qui se fait et voir comment on peut l'améliorer. Après, on ne va pas venir pour tout changer en 2 jours, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont installées. Après, c'est sûr qu'on va essayer d'apporter notre état d'esprit, notre philosophie, et on est d'accord qu'ensemble, on est sur la même longueur d'onde, travailler beaucoup avec les producteurs locaux. Ici, ça va, je pense que dans le sud, il y a ce qu'il faut. Et puis essayer, on a la chance aussi d'avoir, je pense à Monaco, des clients qui voyagent beaucoup, donc qui ont aussi une culture et qui peuvent comprendre certaines choses. Et on va essayer de leur expliquer un peu notre état d'esprit et ce qu'on a envie de faire. Et on va tout faire pour, parce que avant tout, on est aussi des hommes, on travaille avec le cœur et on aime ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on peut tout vendre. Ça, j'en suis sûr, j'en suis persuadé. J'ai eu des exemples. Moi, je connais quand je travaillais chez Le Nôtre avec Guy Krenzer, par exemple. Un jour, on a fait un food testing. On était parti avec des produits qui étaient de saison, mais qui ne convenaient pas forcément à la personne. Il m'a dit, écoute, t'inquiète, laisse-moi parler, tu vas voir. Il a ouvert la bouche, il a raconté son histoire. Et je peux vous dire qu'on l'a vendu, le truc. Il n'y avait plus de problème. Donc, on va tout faire pour. Après, malheureusement, on ne peut pas avoir le dernier mot. C'est le client qui a le dernier mot, parce qu'on est obligé de faire vivre des employés, des familles et ainsi de suite. Donc il faut gagner de l'argent. Mais on va prendre notre job à cœur, on va créer des histoires et on va essayer de le faire et on va tout donner pour. Il y a une grosse différence entre la pâtisserie de restauration et boutique, c'est que boutique, on arrive dans la boutique de Clément et on a la banque, alors que Germain et Johan, quand on arrive chez vous, on a la carte, on n'a pas le visuel. C'est différent parce qu'il y a quelqu'un qui nous raconte une histoire. Il y a une surprise, effectivement, donc il y a un phénomène de confiance. Donc, mais par contre, on a le même problème, nous. La confiance, elle s'instaure avec cette légitimité des étoiles, des gourmillots, des guides, des journalistes. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose encore de complexe, de ce phénomène de confiance. Et c'est là que je voulais rebondir, c'est dans cette confiance. Ne mélangeons pas non plus toutes les problématiques. Là-haut, c'était marqué les colorants, les produits chimiques. Ne mélangeons pas non plus les saisons, qui est un autre problème. Les fondamentaux aujourd'hui, je l'ai dit, revenons à s'alimenter pour vivre mieux. Vous pissez sur une fleur, elle meurt. Vous mangez de la merde, vous mourrez. Voilà, pour moi, c'est le plus important. Et on peut avoir un ananas et la vanille aujourd'hui. Moi, je travaille avec Saint-Philippe, je pense qu'il y en a qui connaissent à La Réunion. C'est un homme extraordinaire, elle vient de La Réunion. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup ailleurs, Madagascar, La Réunion, Tahiti, Polynésie. Celui qui arrive à en faire en France, non.
Donc, et il le fait, un produit doit être bon. Je pense qu'aujourd'hui, on mélange les genres. La framboise, comme elle est élevée en ce moment en Espagne, c'est mal. C'est mal avec ce que ça implique, avec les Marocains qui viennent travailler, avec l'immigration. Voilà pourquoi on dénonce aussi cette petite framboise. Si elle était élevée comme il faut, il y aurait moins de problèmes. Il y aurait un bilan carbone, oui, c'est un autre problème. Ne mélangeons pas tous les problèmes. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai des oliveraies, nous, parce qu'il fait partie de la famille, on a des oliveraies en Grèce, notre bilan carbone n'est pas bon. Pourquoi là-bas? C'est une histoire d'homme, c'est une histoire aussi de qualité. Ce sont des arbres endémiques. J'ai des photos dans mon portable où j'ai mon arbre, je le dis parce qu'il a 650 ans. Et il a vu passer, je te l'ai dit hier, il a vu passer des générations d'hommes. Il a été planté par des hommes avant et il est là aujourd'hui. Et je le remercie, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ma déesse c'est la terre. Je le remercie de me nourrir aujourd'hui. Mais mon bilan carbone n'est pas bon, mais le produit est bon. Il n'y a pas de pesticides, c'est en biodynamie, etc., etc. Donc ne mélangeons pas les genres. Aujourd'hui, les fondamentaux, c'est que on calme le jeu un petit peu sur ces produits chimiques qui ont fait. On a le même problème avec les poissons et l'élevage. Éric Jacquier, que je défends et que je dénonce aussi, les minotiers, ils sont 3 dans le monde à alimenter les poissons d'élevage où ils vivent dans 60 cm d'eau avec des antibiotiques, des granulés, où on pêche des poissons, des chinchards au Pérou, et ils se chient dedans, on leur donne des antibiotiques parce qu'ils bouffent leur propre merde. C'est un autre problème. Donc arrêtez d'acheter du saumon d'élevage, arrêtez d'acheter des poissons d'élevage tout court. S'il n'y en a pas, on va sur autre chose. Arrêtons de vouloir tout le temps la Saint-Jacques aussi qui continue. Ça provoque des guerres entre bateaux, entre les îles Chausey, les Jersey, Guernesey. Ils font partie de l'Angleterre, mais ils viennent à nos côtes. La nuit déborde de 2 km, ils sont en France. Mais eux, ils étaient à 2 km là. Vous voyez, on a un problème avec la qualité et la quantité. On a mis dans les pizzas que vous achetez chez certains fabricants de l'alginate, de l'agar-agar. On a réussi à mélanger des molécules de graisse et d'eau. C'est ça le sujet. Il faut manger mieux. Germain, est-ce qu'il y a encore des adjuvants chimiques dans la cuisine dont tu as du mal à te défaire, ou est-ce que c'est bon, tu n'en as aucun? Non, on n'en a aucun. En fait, l'avantage qu'on a en cuisine, c'est qu'on a un éventail très large et en fait, on va même plus loin. On va utiliser aussi tout ce qu'ils peuvent utiliser en pâtisserie. La farine, les œufs, le sucre. En fait, nous, la palette est énorme. Et oui. Et on en parlait tout à l'heure. Et par exemple, pour un sorbet au citron, on pourrait être tenté de mettre divers stabilisants. Oui. Et on s'est rendu compte que le cédra, avec son zeste et son ziste, il y a énormément de ziste, c'est-à-dire la partie blanche. Oui. Une fois confit, cuit et mixé, on obtient une texture très épaisse. On s'est dit comme ça, tiens, si on en mettait dedans, ça la stabiliserait toute seule, la glace. En fait, il y a des milliers de solutions. Il faut juste... voilà, on fait un sorbet carotte qui tient au chaud sous une rampe à 80 degrés pendant plusieurs secondes, le temps qu'on dresse. Comment ça se fait ? Ça tient tout seul. Et ben, la carotte, on la cuit. On aurait juste mis du jus de carotte dedans, ça pisserait sur les assiettes. Oui. Et la carotte est cuite dans ce sorbet qui est totalement naturel avec du jus d'orange, du jus de carotte et des carottes cuites. Il n'y a rien d'autre. Hein. D'accord. Ouais, mais si les carottes sont cuites, c'est très bon. Et les carottes sont cuites et c'est fini. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il faut juste se creuser un peu la tête. Et informer. Le discours est très important. On ne parle pas assez. Je pense que notre métier de cuisinier et de pâtissier ne s'arrête pas au moment où on a enlevé le cercle autour de l'entremet, où on a fini de dresser l'assiette. Il faut aller un peu au-delà. Un peu plus loin. Je me permettrai d'intervenir, juste parce que le temps passe. Juste une chose, s'il y a des pâtissiers, puis on est entre nous, avec vous, mais dans les conférences que j'anime, je passe souvent pour un tueur des fabricants de moules de silicone. Oui. Mais quand on parle d'Instagram, et je crois que moi, j'ai rien contre tous les gens qui font des moules, qui font du matériel. Un industriel, en général, il fait rarement des choses qui ne se vendent pas. Donc, et en général, les industriels le font plutôt bien. Donc, j'ai strictement rien contre les gens qui font des moules à tout ce qu'on veut, de toutes les formes possibles et imaginables. Mais quand on va sur Instagram aujourd'hui, parce que c'était l'idée de notre discussion en Negresco, hein, oui. C'était, regardez sur Instagram, il y a aujourd'hui 70%, peut-être plus, des petits gâteaux qui sont tous démoulés comme des glaçons dans des moules de silicone. Oui. Le problème, c'est que puisqu'on ne met plus beaucoup de fruits, un truc tout bête, mais il y a de moins en moins de fruits. Il y a beaucoup de fruits sur les gâteaux, mais de moins en moins dedans, quand vous y réfléchissez bien.
Mais en théorie, une mousse fraise, si elle est bien fraise, avec un peu d'akène, chez Fauchon, il y a 35 ans, Pierre nous demandait de tamiser la purée de fraises et on prenait 25% des akènes du chinois qu'on remettait dans la pulpe pour qu'il y ait un peu d'acène, mais pas que ça craque quand on mange la bavaroise. Les toutes petites graines qui sont voilà. sur la fraise. Et en fait, une bavaroise, on peut la glacer transparente. Mais aujourd'hui, regardez, tous les petits gâteaux sont tous nappés avec des glaçages, tous plus dégueulasses les uns que les autres. On est arrivé, j'ai fait des tests sur, il y a 20 ans, on démoulait un petit gâteau et on glaçait le dessus. Il y a 10 ans, on démoule le petit gâteau et on glace en totalité. Et aujourd'hui, on fait des gâteaux qui ressemblent plus à des savonnettes ou à des oignons, des chapeaux pointus, etc. Et là, on glace en 3D. On est passé de 11 grammes à 37 grammes de nappage sur un petit gâteau qui en fait à peu près 75-90. Ça veut dire qu'on est arrivé en termes de nutrition, parce que je suis en train de faire un livre là-dessus, on a dépassé le comble de la crème brûlée, où on avait déjà beaucoup plus de sucre dessus que dedans. Et là, on est arrivé en pâtisserie, on a dépassé, on a fait péter les compteurs. On a plus de sucre, encore plus de sucre dehors que dedans le petit gâteau. Et hélas, il s'agit rarement de nappage neutre, et il s'agit que de nappage opacifié, parce que pour pouvoir colorer, avant, il faut opacifier. Vive l'oxyde de titane, E171, et dès que tu as un tableau blanc, tu peux commencer à imaginer colorer. Et donc, on est arrivé à des extrêmes de ouf, où en fait, on mange du sucre de façon dramatique, alors que tout le monde dit je désucre. Et du colorant, on n'en a jamais autant mangé. Et nous, on rigole. Là, donc, on va devoir y aller, donc on s'excuse, on a un avion. Oui. Et le taxi vient. Je voudrais juste rajouter que, sans le citer de nom, parce que je ne veux pas de guerre, c'est simplement pour faire prendre conscience. Nous, il se moque de ce cuisinier, de ce pâtissier chez nous. C'est que des fois, il coupe un fruit et il me dit regarde. Et c'est un vrai fruit. C'est simplement qu'au bout d'un moment, pourquoi avoir dénaturé autant, à faire intérieur une mousse, un machin, plus du coup de pistolet. Le problème, c'est que quand ce sont des personnes qui ont 50 000 amis Instagram et qui touchent de l'argent et qui ont, les autres, ceux qui arrivent, disent je veux être ce monsieur parce qu'il est connu, reconnu et il gagne de l'argent. Faites les choses avec amour, faites-les avec cœur et vous verrez, ça viendra. C'est peut-être plus long et j'en suis un produit du plus long. J'ai commencé le métier à 13 ans et j'en ai 44. Tout s'est très bien passé pour moi. J'ai pris des risques, j'ai failli mourir. J'ai un peu plus d'un petit joueur, l'URSSAF. Hein. Nous avons 62 employés. C'est énorme. Je suis comme ça. J'ai pris des poches, j'ai perdu des cheveux. Mais quel plaisir aujourd'hui d'être peut-être les trublions de demain et d'apporter une nouvelle vision. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à vous et bravo, chers confrères. Merci. Je voudrais remercier Johan Comte, Germain Bailly. Attendez juste une seconde, on va faire une photo ensemble. Ken Thomas, bricoleur de douceur Clément Higgins, Frédéric Beau, directeur de la création Valrhona. Je vous remercie beaucoup pour cette conversation qu'il faudra continuer.